Hello tout le monde. Salut les cracks. Et bienvenue dans notre petit rendez-vous dominical. Quoi d'autre, toujours en bonne compagnie, où on va revenir sur un peu nos coups de cœur, nos sorties culturelles de la semaine, les séries, les films, les spectacles. Il y a Mani qui veut sortir de la chambre. Ouais, bah c'est pas grave. Tant pis pour lui. Salut toutes les personnes qui nous regardent actuellement sur Twitch. Évidemment, c'est aussi en podcast disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Apple, Deezer, ça fait trop plaisir. Merci à Mourad Mokadem d'assurer la distribution. Il y a Besmet qui dit désormais j'inclus le live CKR dans la routine du dimanche. Bain fille, une sieste fille, bain fille 1, sieste fille 1, bain fille 2, sieste, bain papa, bain maman, dîner, j'endors fille 1, maman endort fille 2 et moi CKR. Et ben ça fait trop plaisir. Oui, nous ça nous fait plaisir. Nous, ça nous fait vraiment plaisir. On va revenir sur les choses culturelles qu'on a pu voir cette semaine. On va commencer déjà. On a vu. Alors déjà, j'aimerais commencer par un tournage qui a été fait il y a maintenant 2 semaines, mais il y a un épisode au moment où on vous parle, on est le dimanche 3 novembre à 21h06, très précisément pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, et le nouvel épisode de Mask Off. De Gaël Kenny-Canyon. Je m'attendais pas. Bah si, est sorti. Oui, c'est actuellement disponible sur YouTube. Et donc, et tu as reçu qui? J'ai reçu Franzi d'Orléans, qui est le président du club des Paris Musketeers, qui joue en European League of Football. Voilà, c'est ça. C'est le championnat européen professionnel de football américain en France. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est, on va dire, l'équivalent de la NFL Europe. Ouais, voilà, exactement. C'est l'équivalent de la NFL Europe. Et donc, on a un club, il y en a plein qui ne le savent pas, qui s'appelle les Paris Musketeers, en français les Mousquetaires. Le seul club professionnel qui est représenté du coup en Europe et qui représente la France, finalement. Exactement. Voilà. Merci à tous, ça a été le meilleur. Merci pour l'abo. Et donc, tu as reçu le président et cofondateur aussi, donc Franzi d'Orléans, qui lui a grandi aux États-Unis. Il a passé une quinzaine d'années entre New York et le Tennessee. Et donc, du coup, dans l'interview, on revient sur tout son parcours, donc, puisqu'il a eu, bien sûr, il a eu une période dans les gangs de New York, pas mal de difficultés, pas mal d'expériences assez difficiles qu'il a traversées et dont il nous parle dans l'épisode. De ouf. Dépression, etc. Il nous parle aussi de sa relation avec Dieu. Et ça, c'était très touchant. Ouais. Il explique aussi comment le football américain lui a sauvé la vie et aussi, bien sûr, sa relation avec Dieu. Donc, c'est un épisode qui est très touchant, qui apporte plein d'anecdotes incroyables. Donc, c'était vraiment cool de le recevoir. Et puis surtout, il a ce truc très américain, même s'il est français, d'origine haïtienne, et qu'il est né en France et qu'il est parti après faire presque la moitié de sa vie aux États-Unis. Mais il a ce truc de storytelling à l'américaine. Il sait trop bien raconter les histoires. C'est clair. C'est passionnant de l'écouter, vraiment. Ah ouais. Et il va vous raconter des histoires, notamment autour de l'univers des gangs de New York. Ouais. Et vous allez péter un câble. Franchement, allez checker la chaîne YouTube de Gaël Kenny-Canyon, C-A-N-Y, plus loin, C-A-N-I-A-N. Et ça s'appelle Mask Off. Et lui, il s'appelle Franzi d'Orléans. Je vais essayer de mettre le lien sur la discussion. Oh, Mimomez, merci beaucoup. C'est son 3e mois d'abonnement. Merci Mimomez pour le soutien. Merci Mimomez. Ça fait plaisir, Mo. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là et qui nous soutiennent. N'oubliez pas, il y a le Tipeee si vous voulez donner de la fort, ou alors sur Twitch, c'est très bien. Et celles et ceux qui n'ont pas d'oseille, on vous a déjà donné, ça c'est la méthode Dr H. Vous ouvrez un navigateur. Vous rentrez simplement, vous regardez l'épisode et vous laissez les pubs tourner et vous coupez le son. Comme ça, après, vous pouvez regarder ça avec un bloqueur. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdés. Et puis, on s'y retrouve tous. On est tous contents, c'est super. Merci Mourad, il a partagé ma page aussi. Ma page YouTube, super. si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. C'est parfait. Alors, pour commencer notre petite semaine avec Gaël, on est allé un mardi matin à 11h. Très, très, très rare comme créneau pour aller au théâtre.
Et on est allé voir Chaboté, le musical. C'est un spectacle jeune public. C'était cool. Des frères Safa, Julien et Samuel Safa, qu'on embrasse, qui sont adorables. Enfin, pour le coup, Samuel, on ne l'a pas rencontré, mais Julien, adorable. Enfin, Samuel, j'ai pu lui parler sur les réseaux, mais donc adorable aussi. Et ces deux frères qui ont monté leur petite boîte qui s'appelle Safa Brothers. Et depuis, ils... C'est très qu'un rire. Ouais. Ils montent leur spectacle. Ouais, grave. Ça fait 4 ans seulement. Ouais, ça c'est incroyable, c'est ce qu'ils nous expliquaient. C'est leur troisième spectacle. C'est qu'en 4 ans, ils ont réalisé, ils produisent 3 comédies musicales. Donc c'est ouf, quoi. Et d'ailleurs, on lui demandait en combien de temps il écrivait une comédie musicale, et il nous a expliqué que le Chaboté, ça n'existait pas avant mai de cette année. Donc, ouais, il a eu l'idée en mai. Il a tout écrit. Et depuis octobre, c'est sur scène. Il a contacté prod, théâtre, etc. Et maintenant, c'est sur scène. Il a fait le cast et tout. Et on sait que ça peut prendre énormément de temps. Ouais. Franchement, incroyable. Déjà, de tout écrire en, je sais pas combien de temps, du coup, mais très rapidement. Ouais, franchement, c'est impressionnant. C'est super inspirant aussi. Parce que surtout qu'il n'en est pas qu'à sa première. Donc, ouais. Et puis, franchement, c'est un spectacle. Nous, évidemment, en tant que fans de spectacle vivant, on y allait, même si c'était pour le jeune public. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, il y a des références qui marchent aussi pour les adultes et tout. Donc, c'est rigolo. C'est plein de petits Easter eggs, comme ils disent. En fait, comme il nous disait, c'est qu'il est, avec son frère, ils sont fans de l'univers Pixar. Donc, qui a cette faculté à avoir une double lecture pour les enfants et pour les adultes. Donc les enfants peuvent rire, mais aussi les adultes. Il y a pas mal de refs, Star Wars, je sais plus, il y en a plein. Voilà, je voulais dire, il faut aller voir. Franchement, ça vaut le coup, même si c'est à 11h du matin, c'est pas désagréable. Non, franchement, c'est clair. Cool. Après, on est parti c'était pendant les vacances. Ouais, aussi, c'était pendant les vacances. Donc, non, c'est cool si vous avez des enfants, franchement. Cool, ouais. Et c'était inspirant, notamment parce que je me disais, putain, en fait, les gars, ils ont pas. Bah ouais, c'est chaud, mais honnêtement, après, les gamins, toi, t'es mieux placé que nous pour le savoir. À 7h du matin, ils sont déjà sur le pied de guerre. Donc, en vrai, pour 11h, c'est le timing parfait. Ouais. Mais, merci non, à c'est. Fitfeed. Ouais, merci. Ouais, oui, c'est vrai. Il faut aller. Abonnez-vous parce que faut qu'on atteigne les 1000 abonnés sur sa chaîne là bientôt. Oui, c'est ça monte bien. De fil en aiguille. Pour que je puisse monétiser. Ouais, voilà, c'est ça. De fil en aiguille, qu'on puisse monétiser, qu'on puisse avancer. Ça fait trop plaisir en tout cas. Et ouais, non, qu'est-ce que je voulais dire c'est ultra motivant aussi de se dire que faut savoir que le gars, en l'occurrence Julien, lui, il était directeur de magasin. Oui, c'est ça. Voilà, dans le hi-fi. Et puis qu'il a eu une révélation parce qu'il adorait chanter, il adorait composer, il faisait déjà ça depuis. Il a vu son frère qui lui est compositeur de musique, notamment de musique de jeux vidéo et tout. Et il s'est dit mais il vit de sa passion, il est content. Moi j'ai une bête de vie, enfin financièrement, mais c'est pas celle que je veux mener. Ouais, c'était ça aussi qui était très inspirant. Ça c'est inspirant, tu vois. Enfin la reconversion professionnelle qu'il a fait. Il a quel âge déjà ? Il est né en 85. Bien. Tu rajoutes 2 ans de plus que Wham. Ouais, bah voilà. Donc 30. Bah, il va sur ses 30. Il a 39, il va avoir 40 l'année prochaine. Il va avoir 40, c'est ce que je veux dire. Moi et les maths. Ouais, faut savoir que Gaël ne sait même pas quel âge elle a. Mais premier degré. Non, mais non. Là, tu le maîtrises. Bah oui. Parce que je l'ai entendu souvent premier degré répondre le mauvais âge, mais c'est même pas qu'elle voulait. Non, parce que tu sais, il y a des gens, ils veulent mentir. Mon âge s'est arrêté à l'âge de 35 ans. Genre, j'arrive plus à penser que j'ai plus, tu vois. Parce que j'ai 36 ans, du coup, pour ceux qui ne savent pas. mais c'est trop marrant parce que c'est pas fait. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent mentir parce qu'ils aiment pas vieillir. Mais toi, c'est même pas ça. C'est genre. En fait, j'ai arrêté de compter, quoi. Mais du coup, quand tu me l'as fait remarquer, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ça y est, j'ai eu 36 ans, en fait. Donc, il faut que je le dise. donc voilà. Mais oui, donc c'est ça qui est inspirant dans son histoire à Julien Safa, c'est qu'effectivement, il y a peut-être 4 ou 5 ans, il a changé de direction, de voie professionnelle. Avant le Covid. Juste avant le Covid, et donc du coup et aujourd'hui donc il a écrit 3 comédies musicales, mais en plus qui ont du succès, quoi, parce qu'elles fonctionnent très bien. Ouais, et puis on va aller voir l'autre en plus, Sherlock. Molière, certaines, non? Il y en a, je crois qu'il y en a une qui a été nommée au Molière et une autre qui a été récompensée au trophée de la comédie musicale. Donc c'est quand même pas rien. Alors le mec il débarque, quoi, dans le game. Non mais franchement, moi je trouve ça incroyable. Ouais. Vraiment, c'était super inspirant de parler avec lui. Et on ira voir Sherlock Holmes ou Sherlock, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes qui l'a nommé. Ok, bah voilà. Il y a Nafta qui demande si je vais te donner un rôle dans la comédie musicale Monerville. C'est lui qui décide. Je vais faire le casting comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir une chose. C'est une très bonne question parce que, alors oui, Gaëlle chante et elle chante très bien, mais
On espère pouvoir vous faire entendre sa voix incessamment sous peu. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, sur toute la partie professionnelle, mon entourage, je l'ai toujours mis à l'épreuve des autres. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'au moins, ils sont au courant si on recherche un rôle parce qu'ils le savent en premier. Mais par contre, il n'y a pas de passe-droit et Mourad pourra en témoigner. Par exemple, quand on avait notre émission sur Canal+, j'ai des potes, de très bons potes du lycée qui se sont présentés pour dire « Moi, je veux être journaliste sur ton émission. » Et je lui avais dit « Écoute, moi, je peux pas juger parce que t'es mon pote. Donc, tu vas faire l'entretien uniquement avec Mourad. Et si Mourad estime que tu fites avec l'équipe, avec les valeurs, etc., et que tu peux faire du bon boulot, et ben, tu seras embauché. Et s'il estime que non, et ben, tant pis. » Mais tu vois, je veux pas me mettre dans cette posture. Et du coup, si jamais je pense que Gaël peut jouer un rôle dedans, eh ben, je lui ferai passer les auditions. Mais moi, j'y serai pas parce que moi, je lui fais confiance. Je sais qu'elle fait le taf. Mais si jamais, tu vois, mes collaborateurs, je sais même pas encore qui sont mes collaborateurs. J'en ai peut-être un seul pour l'instant, proof. Et bah, si elle arrive à convaincre, on dirait, bah, alors dans ce cas, bienvenue à bord. Ouais, let's go. Simplement, pourquoi pas, mais en tout cas, je passerai le casting. Quelle est ta tessiture Bah, je ne sais pas quelle est ma tessiture d'ailleurs. Bah, je le saurai demain, je pense. Ouais. Sauf, que, j'allais dire, si demain j'écris un truc parce que j'ai pensé à elle, parce que la comédie musicale, donc ça fait longtemps, on se connaissait pas encore quand je l'avais imaginé. Mais sauf si demain, dans les persos et tout, si j'écris un truc pour toi, ou même que ce soit la comédie musicale ou un autre truc, où je me dis non, mais j'écris pour elle, bah là, je lui proposerai sans l'idée de passer par un casting parce que tu as écrit pour la personne, tu vois. Donc tu t'appelles la personne. Aussi, voilà, c'est ça. Par exemple, moi, pour ma comédie musicale, le seul rôle auquel j'ai pensé, c'était Jean-Luc. Et je m'étais dit, bah vas-y, je propose à Jean-Luc, quoi, tu vois. Mais il y a des. Pour le rôle de Monerville ? Non, de Gaulle. Ah oui, de Gaulle, oui, c'est vrai. Ah ouais, il irait trop bien. Mais ça va faire Jacques Tessin. Oui, c'est sûr, mais bon. Écoute. Oh merde, j'ai pas lancé sur la même vibe qu'Hamilton. C'est pas grave, je pourrais l'extraire après. Mais oui, non, ma tessiture, je l'ai pas parce qu'en fait, en réalité, j'ai jamais pris de cours de chant, donc je vais prendre mon premier cours de chant demain. D'ailleurs, mais voilà, je chante par passion, naturellement comme ça, donc j'ai pas analysé ce point-là. Voilà. Mais ouais, bon, en tout cas, c'est intéressant et en tout cas. On viendra soutenir Gaëlle quand elle sera sur scène, parce que comme elle fait du théâtre à côté, t'auras une représentation en fin d'année. On viendra avec les Cracks. Bien sûr. Bah attends, c'est normal. Faut savoir que l'année dernière, j'ai eu une représentation, j'ai invité personne, à part ma sœur et ma mère. Mais parce que je sais pas. Bah non, mais je vous rassure, elle joue très bien, donc maintenant c'est bon, on peut y aller. Ouais, CDG, Basané, ça peut vite faire jaser. Bah tu m'étonnes. C'est clair. Mais après, voilà, il faut prendre l'exemple. Enfin, quand on voit sur Hamilton, c'est pareil. Ils ont pris des rôles pour des rôles. Bah, c'est ça. Tous les rôles. En fait, c'est ça qui me fait flipper. Parce que, en vérité, c'est un vrai débat. Parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, dans ma comédie musicale Monerville, j'avais pensé à mettre un mec qui est noir pour jouer De Gaulle parce que je trouvais que sa prestance me rappelait celle de De Gaulle. Enfin, que physiquement, il y avait un truc où je me suis dit, je le vois jouer De Gaulle. Maintenant, De Gaulle était blanc, on le sait. Il y a des vidéos même, tu vois, parce qu'il date pas d'il y a si longtemps. Alors que, bon, Washington, dans Hamilton, George Washington, Thomas Jefferson, etc., on savait qu'ils étaient blancs. Mais bon, on a que des... pseudo-photos ou gravures ou machin, enfin pas gravures mais des tableaux ou machin, enfin la photographie était pas encore trop développée je crois. On sait qu'ils étaient blancs, tu vois, et ça a pas tant provoqué un tollé que ça, enfin ça a été un genre. Après, je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus facilement accepté. En France, je pense qu'effectivement, la pilule va passer un peu plus difficilement. Parce que j'ai peur, moi, que les réactionnaires, ils me disent ah ouais, bah alors dans ce cas, Monerville, on peut mettre un blanc alors. Pourquoi t'as pas mis un blanc en fait. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Tu décides si t'as envie de. Parce que, par rapport. Si ça apporte quelque chose, toi, à l'histoire ou au sens que tu veux donner à ta pièce ou à ta comédie musicale, de mettre une personne noire qui représente De Gaulle, bah ok, si tu as envie de mettre quelqu'un de blanc qui représente Monerville, c'est toi que ça regarde parce que c'est toi qui sais ce que tu veux mettre derrière. Donc après les on dit. Mais je sais qu'en tout cas on va oui, c'est sûr. D'un côté. Bah, quand on voit juste pour venir là-dessus, t'as Raïm qui, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi c'était lui qui était sélectionné pour le rôle. Mais je crois que le talent a très vite balayé la polémique. Bah oui, et encore que il est quand même critiqué aussi même sur sa prestation sur Aznavour. Mais voilà, les gens ne comprenaient pas non plus pourquoi il représentait Aznavour, tu vois. Alors que bon, Aznavour n'est pas français, mais n'est pas d'origine française, je veux dire.
Mais tu vois, c'était critiqué rien que pour ça, alors que Aznavour était d'origine arménienne. Donc, bon. Mais après, je me dis, comme le dit Besmed, la mauvaise publicité, c'est de la publicité quand même. Oui. Et donc, je me dis qu'au moins, je sais que lors des pros, machin, ils vont en parler. Oui. Juste pour dire, non, mais c'est scandaleux. De toute façon... si on avait fait Martin Luther King en blanc, les wokistes auraient tous gueulé. Et là, personne ne dit rien. Mais regardez, mais tout le monde, mais c'est scandaleux. C'est vrai. Non, mais donc, c'est pas grave. Mais de toute façon, si c'est pas ça, ce sera autre chose. Enfin, il y aura toujours des gens pour critiquer de toute façon. Bah, ils vont critiquer comment je parle de Donc, De Gaulle. tu fais ce que tu veux. Ouais, t'as raison. On point en imitation. Mais merci. Non, mais arrêtez. Vous êtes insupportable. Là, mais il est trop fort sur cette imitation. Et sur tellement d'autres. Si vous saviez, moi, j'ai un spectacle vivant à la maison, mais tous les jours. C'est trop drôle. Oh, merci, c'est gentil. J'aimerais toi. Je lui dis non, mais viens, on fait des vidéos là. Il faut que tu montres ton talent d'imitateur à tout le monde. Mais bon. Ils l'ont vu sur Meilleur Habib. C'est tout ce que j'ai montré pour l'instant. Pour l'instant, mais il y a tellement d'autres personnages. Je pense que je vais remplacer Canteloup. Tu sais, Canteloup est toujours en plus sur. Ouais, largement. Oh là. Franchement, avec un peu de taf, je pense que tout le monde peut remplacer Canteloup. Ouais, en fait, oui. Déjà, il y en a beaucoup qui peuvent le remplacer et toi en plus. Ouais. Je vais passer à. On n'a pas vu de série cette semaine, non? Ah si, c'était pas une série, c'était une émission de télé-réalité. Love is Blind? Ouais, mais avant ça, je pensais qu'on avait fini une série télé ou un film. On s'est pas fait un film? Ah si. Alors moi, ma mémoire, je sais plus. Si, un film, même qu'à la fin, tu m'as dit tu t'es endormi, je t'ai dit non. Ah si, tu sais, c'est le film d'une nana qui veut se suicider et elle tombe sur un gars qui essaye de la sauver. Et voilà. Je me rappelle pas. Alors, il y a une nana, tu sais, elle a perdu son fils parce qu'il est tombé d'une falaise et tout. Et donc, elle se rend sur cette falaise pour décider de se suicider. Sauf qu'elle rencontre un gars qui lui dit « Je vous déconseille de faire ça, il est trop gentil et tout. » Donc, finalement, il arrive à la décourager de faire ça. Et sur Netflix. C'est sur Netflix, ça s'appelle Don't Move, je crois. Ouais. Et finalement, il décide de lui injecter une drogue qui l'empêche de bouger. Voilà. C'est ça. Et c'est là que tout commence. Ouais, c'est ça. Elle a 20 minutes, il lui injecte la drogue, elle arrive à se sauver et elle a 20 minutes avant d'être complètement paralysée. Donc, ouais, franchement, c'était pas mal. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est... Ça se regarde. Ouais, c'est clair. Ah, attends. Tous les personnages d'Hamilton sont des minorités. Le choix, c'est d'utiliser des minorités pour chanter du hip-hop, donc des musiques de minorités. Ouais. L'autre choix, c'était aussi de dire que les USA étaient avant tout un pays d'immigration. Ah ouais. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment tout dépend le sens que tu vas mettre derrière le fait d'avoir choisi une personne noire pour représenter De Gaulle. Parce que finalement, si effectivement c'est pour les mauvaises raisons, c'est juste parce que tu veux faire de la discrimination entre guillemets positive, parce que tu as décidé que tu veux mettre des noirs dans ta comédie musicale, bah, là, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Mais si derrière, ça, tu l'expliques et que ça a du sens, et ben, tu as tout à fait le droit de mettre une personne noire pour représenter De Gaulle. Quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais, et puis, tu vois, c'est vrai qu'il y a ce truc de... On oublie, mais en fait, Alexander Hamilton, en fait, je crois que c'est sa mère qui était caribéenne, en fait. C'est juste que dans les peintures, machin, on montre pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, il l'explique au détour d'une chanson. Et qu'il est considéré comme bâtard parce qu'en fait, en gros, son père, c'était un soldat ou je sais pas quoi, voilà, et il l'a pas connu, quoi. En gros, il a eu une relation avec sa maman qui a duré potentiellement qu'une nuit, vous avez compris, et puis il est parti, quoi. Lin-Manuel Miranda, il est pas. Il est portoricain, lui. Ouais, voilà. Portoricain. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais tu vois, ils ont cherché. Non, oui, non, il est. Ouais, voilà. Mais parce que je crois qu'Hamilton était clair de peau aussi, tu vois. Ouais. Donc oui, non mais voilà, tout ça pour dire que personne ne serait choqué dans ce spectacle qu'avec des blancs. Alors pourquoi qu'avec des noirs? C'est ce qui se fait depuis toujours en plus, hein, pour le coup. Tu sais, à l'époque, même les films avec des cow-boys et des Indiens, les Indiens étaient représentés par des blancs. Qui faisaient des blackface.
Il y a plein de films comme ça d'époque où c'était les Blancs qui représentaient pas mal de... C'est ça, et en fait aujourd'hui, nous, dès lors qu'on va faire un truc, on surréfléchit parce qu'on se dit on a peur de tomber dans une sauce et tout, et en même temps, on va dire putain les gars, avant de vous rattraper, avant de vous rattraper, on a de quoi faire. Bah grave, c'est clair. Après la première chanson, il dit qu'il est venu du Caraïbe, voilà, c'est ça. Creole Bastard même, un peu, il l'appelle comme ça, ils l'ont appelé comme ça à un moment dans la comédie musicale. Et donc Don't Move, je reviens sur ce qu'on a vu. Oui. C'était donc un film, voilà. Un film comme tu adores, toi, faut le préciser, parce que toi, t'adores les films de vengeance. Ah oui, mais elles vengent pas. Ouais, elles vengent pas. En fait. Non, j'aime bien les films de vengeance, c'est vrai, mais là, elles vengent pas trop, quoi. Enfin... Ah si, à la faut pas dire, mais si, quand même. On peut dire que c'est un peu ça. Mais ça, non, j'aime bien les films les films de concept, tu sais, où genre, là, le concept, c'est se dire, il lui fout une drogue où elle peut plus bouger, elle peut plus parler. Ouais. Comment tu t'en sors, tu vois. Et donc ça, j'aime bien. Et comme les huis clos, tout ça, tout ce qui est thriller psychologique, pardon. Et c'est vrai que ça fait beaucoup écho à tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Les histoires de Didi, etc. et tout, soumission chimique, pédico, tout ça, le côté je drogue quelqu'un pour en faire ce que je veux, sachant que le mec, à un moment, il est en discussion avec sa femme et sa fille dans la voiture et tu vois qu'il a une vie... Oui, par contre, ça fait vraiment écho par rapport à ça, parce qu'effectivement, les plus gros psychopathes et sociopathes, c'est effectivement des personnes qui ont une vie de famille, qui sont tout à fait normales et qui se fondent dans la masse. Donc voilà, qui jouent un faux semblant en fait dans leur quotidien, et c'est ça en fait qu'on voit dans ce... C'est le personnage en fait du méchant effectivement dans ce film. Ouais. Ben voilà, donc je vous conseille Don't Move. On le conseille ou pas? Ouais, on le conseille, c'était cool. C'était bien, franchement. Oui, j'étais pas déçu. Ouais. C'était pas décevant. Alors que il y a un autre film qu'on a vu, la nuit du 12. Putain, tu vois, je me souviens de tout. La nuit du 12. Ah oui. Film qui a eu 7 Césars. En 2022 ou 2023. Sur l'histoire, donc ça inspiré d'une histoire vraie. Inspiré de l'histoire vraie d'une jeune femme qui avait été retrouvée morte dans un lac, je crois. Enfin, aux abords d'un lac, en tout cas. Qui avait été brûlée vive, en plus. Donc, oui, c'était quand même intéressant de le voir. Après, Non, c'était intéressant de comprendre pourquoi il a eu 7 Césars aussi. Oui. Parce que c'était long, sa mère. La réalisation, elle était à chier, on va pas se mentir. Je vais pas passer par 4 chemins. C'est vrai. Il y avait des plans de lui qui faisait du vélo, l'enquêteur qui faisait du vélo sur piste, là. Oh putain. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Oui, ça y est, je me resitue. Mais oui. Et tu sais ce que disait Lucie, d'ailleurs? J'en ai parlé avec Lucie quand on était à la projection des courts-métrages. On vous en parlera après, d'ailleurs. Ouais. Et elle disait non, mais c'est l'allégorie du fait qu'il tourne en rond parce qu'il cherche le coupable. Non, mais c'était trop. C'est trop. Dès qu'il y avait en fait, c'était la scène de transition, c'était ça. À chaque fois, on le voyait tourner en rond dans son parc de cyclisme. Je sais pas comment on appelle ça. C'est du cyclisme sur piste, non? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ou c'est incurvé là, comme ça. Ouais. Et c'était trop long et des fois. Ça s'enchaînait avec un autre plan qui était très long aussi, tu sais, pour une transition. Donc, non, c'est franchement... C'était l'enfer. Après, voilà, je pense que c'est un modèle qui plaît aussi, tu vois. Donc, mais enfin, moi, je trouvais ça... qui plaît aussi. Est-ce que c'est un film pour le cinéma français ou pour les Français? Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils font des films dans le milieu, ils font des films pour le milieu, tu sais, pour les critiques. Pour avoir des bonnes critiques, pour que le milieu... Donc, je vais regarder devant vous maintenant. JPB Box Office, c'est mon petit site maison pour aller voir les autres trucs. Il a fait 500 000 entrées. D'accord. Bon, je me rends pas compte, c'est beaucoup? Ça va, non, si ça va. Pour un film qui, je sais pas combien il a coûté, mais pour un film d'auteur, 500 000 entrées, ça va. Ok. Bah après aussi, le fait qu'il soit nommé... non mais cette fois, c'est ouf. J'ai pas le budget, ça là. Doit jouer, quoi. Budget 4 millions d'euros. Ouais, c'est pas très cher. Faut savoir que c'est un budget moyen, c'est entre 3 et 5 millions d'euros. C'est vraiment petit film.
Donc il fait 500 000 entrées, il a été rentabilisé. En réalité, il n'y a pas non plus de gros moyens qui ont été investis dessus. Tu vois, je ne vois même pas où ils sont les 4 millions. Ouais, sur l'équipe. Non, je suis dur. L'équipe technique. Ouais, l'équipe technique. Peut-être qu'ils avaient une régie de ouf. Ils avaient un traiteur de fou malade. Ouais. Le nombre de jours de tournage, tout ça, je sais pas. Enfin, bref. Non, la nuit du 12, franchement, moi, autant l'histoire est top, mais autant en fait la façon dont c'est joué, pour le coup, ça m'avait pas marqué plus que ça. Donc, enfin, j'avais oublié. Bon, après l'autre aussi, pour le coup, j'avais un peu oublié, mais tu m'en as reparlé, ça m'a retilté direct. Mais là, c'est vrai que la nuit du 12. Après, moi, j'adore les films inspirés de faits réels, donc c'est pour ça que j'ai apprécié quand même le film. Mais t'as préféré ça ou l'anatomie d'une chute? Parce que les deux, ils ont à peu près la même tonalité, je trouve. La même saveur. C'est le côté l'anatomie d'une chute. C'était mieux joué. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas vraiment où ça va, tu vois. Donc, t'as quand même un peu un truc intriguant qui te tient en haleine tout le long du film, tu vois. Non, j'ai trouvé que c'était bien. L'anatomie d'une chute. En fait, dans la catégorie des films lents, etc., je trouve qu'il y a... C'est tellement drôle qu'il ait écrit ça. De quoi? Il y a une catégorie quand tu cherches des films, et la catégorie film lent. Et là, tu vois tous les films français. Non, mais moi, j'aime bien aussi certains films lents, tu vois. Je trouve que ça apporte aussi autre chose. L'anatomie d'une chute, je trouve que ça fonctionne très bien. Après, sur La nuit du 12, par contre, ça fonctionne beaucoup moins bien. Ça dépend. Ouais. Je pourrais pas te dire là le pourquoi du comment. Faudrait que je revoie l'anatomie d'une chute parce que je sais plus. Plus trop. Le seul truc que j'ai retenu de l'anatomie d'une chute, c'est la version jazz orchestral de PIMP. Il n'y a rien que ça, en fait, c'est des détails qui quand même font la différence. Ouais, non, c'est des détails sympas quand même. Parce qu'on l'écoute, on l'entend beaucoup comme ils refont les scènes à chaque fois. C'est la chanson que le mari écoute. Ouais, bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire que ce film-là, moi, j'ai trouvé ça surcoté par rapport aux critiques et que c'était ultra dithyrambique sur le truc, alors que tu restes un peu comme d'hab, hein, comme beaucoup de films français d'auteurs, tu restes sur ta fin. La progression de l'enquête, elle est pas ouf. Il y a pas une différence de dingue entre l'ouverture et la fermeture du film. Dans la progression des personnages, tu vois pas non plus un progrès particulier. C'est ça, moi, que je reproche. Moi, je vais regarder tous les films possibles et inimaginables, peu importe leur style. J'ai des trucs que je préfère, mais je suis pas bloqué sur des styles. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aller voir tout. Et là, vraiment, je peux reconnaître, même dans des genres que j'aime pas, la qualité d'un film. Et là, j'arrive pas à lui trouver du génie au point de se dire on va leur filer 7 Césars. Oui, non, vraiment, à ce point-là, je comprends pas trop non plus. Et ça, c'est un peu ce que je déplore dans le cinéma français, c'est ce côté un peu branlette intellectuelle où ça se regarde entre soi et tout ça. Enfin, bref. Ouais. Donc voilà, je me permets de faire cette petite... Mais pour rester dans le film, on est allé aussi mercredi 30 voir un festoche. Un festival de notre cher ami Klein. Klein Hayden, qu'on embrasse. Voilà, qui est réalisateur et aussi comédien et qui a organisé un festival assez sympa de courts-métrages. Donc on a vu à peu près 6 ou 7? Non, 7 ou 8, je sais pas. Ouais, un truc comme ça, 7 ou 8. Dont le sien. Et qu'est-ce qu'on a pensé, toi? Déjà, c'est trop cool de voir des courts-métrages. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller en voir et s'il y a un petit festival à côté de chez vous, franchement, allez-y parce que vous allez potentiellement voir les futures pépites de demain. Oui. Parce que c'est un exercice qui est particulier. On a vu des courts-métrages dont la taille variait entre 3 et 15 minutes. Ouais. Et c'est dur de raconter une histoire sur un délai aussi court et de réussir à te faire rentrer dedans, d'arriver à faire une petite progression pour qu'ensuite il y ait une chute, etc. Et là, vraiment, je trouvais que la sélection était assez homogène. On en a des préférés, évidemment. Ouais. Celui que tu avais kiffé, toi, c'était celui sur la péniche? Celui sur la péniche qui était assez drôle. Pitch? Je vais essayer. C'est l'histoire Attends, c'est quoi? C'est un couple qui se dispute et qui se dispute et qui rentre chez eux. Donc, ils habitent sur une péniche en bord de Seine, j'imagine. Et en arrivant chez eux, ils tombent sur un inconnu qui est en train de faire la cuisine. Et un inconnu en robe d'hôpital. Ouais, donc, avec un bracelet. De patient, voilà, d'hôpital. Et donc, il est en train de faire la cuisine et il prétend être chez lui. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Ouais, et eux, qu'est-ce que vous faites chez nous? Et voilà, sans raconter la suite du coup. Mais je sais pas si après, comme il n'est pas diffusé publiquement, oui, c'est vrai. on peut juste raconter, développer un petit peu plus. Oui, tu peux. En gros, donc il est avec ça, comme je sais pas s'il y en a qui ont déjà été opérés ou quoi, on vous fout une robe et vous êtes cul nu, tu vois. Et donc il est avec cette robe d'hôpital en train de cuisiner. Il dit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Et eux, ils sont là et qui sont en train de se disputer. Il fait, non, mais... Ah non, ce qui est trop drôle, c'est qu'ils se disputent.
Et c'est lui qui fait « Oh !» Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça va pas, là, de crier comme ça? Asseyez-vous maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il les prend à partie. Et on dit « Bon, allez, je vous sers à boire. Allez, on vous sert à boire. » Et en fait, il fait comme s'il était chez lui, mais premier degré. Et eux, ils sont perdus. Ils étaient en train de s'embrouiller. Et là, ils voient un inconnu chez eux. Et il va faire un peu le psy de comptoir. Ouais. Et en fait, ça va réellement les aider, sur le coup, à désamorcer leur dispute. Donc ça, c'est cool. C'est ça. Parce qu'il va réussir il va réussir à pointer du doigt les choses qui n'allaient pas. Et puis, de fil en aiguille, le couple va commencer à se dire... Ouais, c'est fait de façon drôle, donc du coup, on rigole bien quand même pendant le film. Et puis, tu sais, dans le dialogue, le fait de dire... tu sais, quand la nana, elle est là, elle fait « Oh là là, je crois que... Chérie, je vais appeler la police. » Et lui qui est là, appelez la police, parce que là, c'est n'importe quoi. S'il croit vraiment être chez lui, non, c'est très drôle. Ouais. Et à la fin, donc il les rabiboche. Et à la fin, on entend la police qui arrive. Et lui, qui est le fou, il est là, il les regarde, il fait bon, je vais aller voir la police, je vais leur dire que ça sert à rien et qu'ils peuvent repartir. Et c'est trop drôle, tu sais, quand le mec jusqu'au bout. Jusqu'au bout, donc il part. Et au moment où il part, eux, ils recommencent à s'embrouiller, quoi. Ouais, c'est ça. Pour un truc, voilà. Non, mais ouais, c'était pas mal. C'était plutôt réussi. Après, il y avait 700K aussi qui était intéressant. Ouais, ça c'est bien. Qui raconte un petit peu la folie des réseaux sociaux, quoi. Mais c'est bien amené, en fait, on va dire. Comment une controverse qui te tombe dessus par les réseaux sociaux peut vraiment affecter ta vie privée, même si toi, de base, t'étais pas forcément... très réseaux sociaux, parce qu'en fait le personnage dans cette 100K, il n'est pas vraiment à fond sur les réseaux sociaux, mais il sort avec une influenceuse. Et donc elle, par contre, elle disparaît. Donc elle disparaît du jour au lendemain, et là, de la minute à l'autre, tout le monde l'accuse lui, en fait. Parce qu'elle n'a pas posté depuis et elle plusieurs disparaît jours. juste parce qu'elle n'a pas posté. Alors, elle n'a pas posté depuis plusieurs jours, donc c'est même pas, eu un avis de recherche ou un alerte enlèvement ou quoi que ce soit. C'est juste eux qui déterminent, qui se disent que elle a complètement disparu. Donc lui, il a dû lui faire du mal, il a dû la tuer, et tout. Et donc lui, il se retrouve persécuté, et ça le suit, alors que il y est pour rien du tout. Après, quoique, on le sait pas. En fait, il laisse sur le doute, en fait. Mais du coup, ça nous permet même pas d'explorer la piste. Il est tout de suite incriminé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est très actuel, j'avoue. Donc, franchement, c'est ultra intéressant. Mais c'est vrai que les festivals de court-métrage, c'est intéressant dans le sens où... Pardon. Oui, on va voir... ça nous permet de voir quand même le travail des réalisateurs de demain, parce que tu me corriges si je me trompe, mais c'est pour moi ceux qui font des courts-métrages, c'est un peu une façon pour eux de montrer leur potentiel en termes de réalisation ou de jeu d'acteur, et du coup de pouvoir se faire repérer ensuite par des productions pour ensuite réaliser des longs-métrages. Exactement. Donc c'est vraiment pas mal, du coup, de pouvoir observer... des créativités différentes, d'autres personnes qui ont aussi des skills assez ouf, mais à qui on n'a pas encore donné pourquoi ça non, c'est mais à qui on n'a pas encore donné la chance et l'opportunité de pouvoir se faire financer un long métrage, quoi, parce que forcément... Exactement. Et t'as bien résumé, c'est vraiment la carte de visite, c'est le petit CV que tu te fais quand tu as envie d'être réalisateur et de réaliser un film, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui disent comment on fait pour devenir réalisateur de cinéma. Et fais un court métrage, peu importe. Et d'ailleurs, les Tarantino, les Scorsese, ils te diront, à partir du moment où tu te mets derrière un appareil qui filme, peu importe ce que ça peut être un téléphone, ça peut être un boîtier, ça peut être le caméscope de tes darons, si tant est qu'il en existe encore, parce que là j'avoue c'est une rêve de vieux. Et moi j'ai commencé comme ça, c'est pour ça que je dis ça, j'ai pris le caméscope de mon beau-père et j'ai commencé à faire mes sketchs et tout, donc pour te dire. Mais en fait le but c'est vraiment de faire, à partir du moment où tu te mets derrière un objectif et que tu fais jouer des gens, peu importe que ce soit bien, pas bien, c'est pas le problème, mais au moins tu as fait quelque chose, tu peux le montrer. Et à force de faire, tu vas t'améliorer. Et les courts-métrages, les festivals de courts-métrages, il y en a plein partout qui ont plus ou moins de l'importance et tout et tout. Et c'est comme ça que, à force de faire des petits festivals, que tu vas rencontrer des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, et que tu vas pouvoir agrandir ton réseau, qui va te permettre de pouvoir faire des projets un peu plus ambitieux ou d'être appelé sur des projets un peu plus ambitieux. Et après, de fil en aiguille, tu vas faire ton blaze. Et c'est comme ça que tu pourras potentiellement taper dans l'œil d'une production. Ouais. Donc au début c'est un peu compliqué parce que tu es bénévole si tu travailles dans l'équipe, ou bien tu fais de l'investissement personnel si c'est ton projet à toi, donc effectivement c'est la meilleure des cartes de visite en tout cas pour évoluer dans le cinéma, donc c'est cool. Et puis tu vois Klein par exemple, son premier court-métrage il a été récompensé, son tout premier.
le Nikon. En tant que réalisateur. Ouais. Il avait été récompensé et puis après, il avait été contacté par une production et tout. Donc... Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Donc et le Nikon Festival, c'est vraiment je pense, le festival de court-métrage le plus prestigieux et accessible. Accessible dans le sens où, tu vois, là, tu fais ton court-métrage et tu le mets sur leur plateforme et après, c'est les gens qui votent pour la première sélection. Ouais. Donc là, tu mobilises un peu tout ton entourage, etc. etc. Mais vraiment, pour le coup, franchement, voilà, s'il y en a qui sont intéressés par le cinéma, je pense que de vous pencher sur l'économie du court-métrage et de voir comment mettre en scène une petite histoire et tout, n'hésitez pas, vraiment. Et je vois que de toute façon, dans le chat, ils s'en foutent du cinéma. Ils sont encore sur une discussion autour des hommes préhistoriques. C'est vrai. Mais nous, c'est pas grave, on fait notre émission pour les autres qui regarderont après. Ah bah tiens, il y a un concours sympa que j'ai découvert, il dit Mimomez, avec mon précédent taf qui s'appelle HLM sur cours, qui permet d'être accompagné dans la production d'un court-métrage selon un cahier des charges défini par USH, l'Union Sociale Habitat, Union des bailleurs sociaux. Putain, génial. Ah ouais, j'avoue. Mais tu vois, il y a plein de petits trucs, on note. Merci Mimomez. Ouais, mais l'émission, elle est entre Gaël, toi et moi, hein, Mimomez. T'inquiète, on a fait juste le live pour parler avec Watt en vrai, et on permet aux autres de pouvoir parler des hommes préhistoriques, Néandertal, etc. C'est très bien. Et même si ça a l'air intéressant. Non, ça a l'air intéressant, c'est clair. Il y a un truc aussi qui était cool pendant ce festival de court-métrage. Alors oui, d'ailleurs, nous, on en a appris un peu plus sur le court-métrage qu'on a fait avec Gaël, dans lequel on a joué, de la part de nos potes, le Bimôme. La première version est déjà faite. Ça y est, déjà. Elle fait 55 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Il faut réduire à 40. Il faut réduire, ouais. J'ose espérer qu'on aura une date à vous annoncer pour vous convier. On va essayer de faire ça entre Angoulême, Bordeaux et Paris, apparemment, des projections pour pouvoir montrer le perroquet. Il s'appelle comme ça. Où vous allez pouvoir nous découvrir dans un univers incroyable. Ouais. Donc là, il y a une première version qui a été faite. Il n'y a pas encore les VFX et le son, etc. Non, mais vous inquiétez pas, vous pouvez discuter autant que vous le souhaitez. C'est ça qu'on aime, c'est quand c'est vivant. Et je sais que vous nous écoutez d'une oreille. De toute façon, nous, on fait ça pour Mimomez. C'est le mec qui a vraiment le sub. C'est Mimomez et personne d'autre. D'ailleurs, je vais mettre le chat only Mimomez. Non, et en fait, ce qui était cool, c'est de savoir que ça avance bien. Je pensais pas qu'ils avaient déjà fini. Alors, on appelle ça un ours. Quand tu as fait une première version un peu bout à bout, sans avoir mis les musiques, les machins et tout, l'étalonnage. Donc ça, c'est plutôt rassurant. J'ai hâte de pouvoir voir la suite. On va essayer de faire une petite vidéo au teasing parce qu'on a besoin de lever des fonds aussi pour pouvoir finir le court-métrage. Ouais, donc je prépare un making-of là. Ouais, parce que Gaël a fait le making-of. Ça va me demander un peu de temps, mais ça va sortir bientôt. Ouais, c'est ça. Un ours. Pourquoi ? Parce que c'est bourru. Je sais pas pourquoi on dit un ours. Tiens, si jamais il y en a qui le savent, dites-nous. On appelle ça un ours, la première version de bout à bout comme ça. Ouais. Et dans cette soirée, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une autre soirée juste avant la diffusion des courts-métrages d'une asso qui s'appelle Nitco. Oui. Et qui propose à des gens de venir pitcher leurs idées de films devant des professionnels du cinéma. Donc en gros, ils sont dans la salle de ciné et à tour de rôle, ils vont monter sur scène et pitcher leurs films. C'est ultra impressionnant, j'imagine. Hein, tu vois, en plus, tu sais que... Et là, il n'y avait pas n'importe qui dans la salle, il y avait vraiment des grosses boîtes de prod et tout. C'est ça qui était impressionnant aussi. Un pote réalisateur qu'on a vu, il y a plein de gens du milieu, etc. Et en fait, je savais pas qu'il y avait des choses comme celle-ci qui s'organisaient, tu vois, des trucs pour networker vraiment, pour te faire du réseau. Donc nous, même si c'était pas notre soirée, au final, on n'était pas là pour ça, mais on a rencontré pas mal de monde. Ouais, on s'est fait pas mal de contacts, donc c'était trop cool. De ouf. Franchement, c'était trop bien. Ouais. Et ça, pareil, tu vois, pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, qui savent pas par où et tout, Nitco, c'est bien. Vous essayez de vous greffer aux soirées. Elles sont, je pense, ouvertes. Faut juste s'inscrire. Et vous allez voir que le réseau, ça va vite. Faut discuter un petit peu, etc. Au pire, si vous êtes timide. C'est payant aussi. Hein. Je crois que c'est 20 €. Ah ok, bon ça va, c'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Et franchement, et puis parce que de là, on a été invité à un autre événement qui englobe pas que les gens du cinéma, mais les créateurs de contenu, les acteurs, les actrices, les humoristes, etc. Pareil, même genre de soirée et tout. Donc là, on nous a pris nos contacts, tout ça. Donc en fait, tu vois, ça va vite. Ouais, c'est vrai. Ça va vite. De toute façon, oui, c'est ce que tu me dis toujours, hein, pour avancer dans le cinéma, enfin en tout cas pour se faire une place dans le cinéma, il faut vraiment travailler son réseau. Mais après, comme dans tout, finalement. Mais... Ouais, en fait, ce que je dis, encore plus précisément, c'est ça. Et je dis même, il faut s'intéresser à son milieu. Ouais. Parce que tu peux pas vouloir percer dans un milieu si tu t'intéresses pas aux acteurs qui le font.
Si tu dis, ouais, ben, j'attends que ça me tombe dessus, non, en fait, il faut vraiment aller dans toutes les ambiances. Moi, ce que je disais, bah, tu vois, quand je parlais à ma pote Tissem, bah, ça aussi, d'ailleurs, pour rester dans le thème cinéma, j'ai une amie à moi qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais qui est fan, et je sais qu'elle écrit bien, parce qu'elle m'a déjà envoyé des autres trucs qu'elle écrivait et que c'était bien. Et elle est venue à la maison pour qu'on puisse travailler son premier court-métrage. Et pareil, tu vois, Tissem, je lui ai dit, ce serait trop facile de ma part, et vous allez dire, putain, Kevin, t'es vraiment un pote de merde. Mais ce serait trop facile de ma part de te dire bah vas-y, je vais t'ouvrir toutes les portes et de trouver tous les contacts, etc. Je lui ai dit bah non, Tissem, il faut que tu puisses expérimenter ce que c'est que de te faire ton réseau par toi-même. Donc moi, je vais te faire gagner du temps en t'évitant de perdre, d'en perdre dans des soirées qui servira à rien ou quoi que ce soit. Mais je lui ai dit, fais des tournages. Je lui ai fait un rendez-vous avec mon agent, discute avec elle. Je l'ai mis en contact avec un gars qui sort de l'école de courtrage mais qui l'a invité sur le tournage. Comme ça, elle a pu voir comment ça se passait, etc. Il faut s'imprégner de son milieu si on veut pouvoir comprendre comment il fonctionne et ensuite pouvoir en faire partie. Moi, à titre personnel, je l'ai fait pour la comédie musicale parce que j'étais pas du tout connu dans le milieu de la comédie musicale et c'est pas parce que tu as un humoriste qui a un peu de notoriété que tu vas arriver dans la comédie musicale et qu'ils vont dire bah vas-y viens. Et par la petite porte, je me suis retrouvé à aller au cours Florent voir des spectacles de fin d'année de comédie musicale. D'ailleurs, c'était Hamilton en version française. Autre style. Ouais, et ils avaient super bien assuré de follow un peu tous les gens qui, de près ou de loin, font la comédie musicale française, acheter les livres, les machins, aller voir des spectacles dans les petites salles, des spectacles dans les grandes salles, de demander des rendez-vous, des verres avec les uns et les autres, etc. pour en apprendre. Et je pense que c'est... Et donc, maintenant, après 6 ans, je peux te dire, ah bah maintenant, je sais à qui m'adresser pour pouvoir monter ma comédie musicale, comment le faire. Aujourd'hui, j'ai même un mentor qui, lui, est un grand librettiste, comme on dit. Il écrit des livrets de comédie musicale, il s'appelle Stéphane Laporte. Et en fait, voilà, tu vois, tu t'imprègnes. Qui a écrit Le Roi Lion ou qui travaille sur qui a adapté le Roi Lion. Qui a réadapté le Roi Lion en français, Grise. Il avait fait aussi le truc où, tu sais, t'as John Travolta qui est déguisé en femme là, dans la version du film. Là. C'est un truc qui se passe dans les années 70. Ah, je connais pas. Une comédie musicale où John Travolta, il joue une daronne. Ah bon attends. Dites-nous dans le chat si vous savez. Ça s'appelle... Nafta, elle va peut-être trouver. C'est une comédie musicale assez connue. Non, c'est pas Mamma Mia. C'est pas Mamma Mia. C'est une autre, un peu dans le délire, un style musical un peu Motown 70s. Et ils avaient fait une adaptation en film de cette comédie musicale. Et dans le film, John Travolta, il jouait une daronne et il était déguisé. Et... alors attends, je vais mettre... John Travolta. Ah bon? John Travolta en maman. Non, là c'est la maman de John Travolta. Putain, je l'ai plus. En plus, elle était trop bien cette comédie musicale. C'est sûr. Tu parles pas de Madame Doubtfire et rien à voir. Attends, je vais trouver. Donc il y avait Grease, évidemment. Hairspray, voilà. Et là, c'est John Travolta. Hairspray. Et alors attends. Et ben non. Alors attends, là tu nous emmerdes. Tu m'emmerdes. Ouais. Genre je vais mettre Hairspray. Hairspray, John Travolta. Voilà. Et là, c'est John Travolta au milieu. D'accord. Tiens, putain, c'est ouf. Ah, ouais. Ah, je connaissais pas. Ah ben voilà, avec Zac Efron. Mais à la base, c'est une comédie musicale. Bon, bah voilà. Et écoute, il l'a adapté celle-ci aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, ouais, il faut s'imprégner de son milieu, c'est important. Et puis, ben voilà, quoi. Donc ouais, ces soirées-là, c'était vraiment cool. Ouais, c'était cool. C'est chez Commune Image, c'est ça, à Saint-Ouen. Ouais, Saint-Ouen, pour celles et ceux qui sont en Ile-de-France, ouais. Ah ouais, voilà, Commune Image. Ligne 14. Voilà, c'est une fois par mois. Ouais, une fois par mois, tranquille et tout. Donc ça, c'était top. On a vu... et je vais finir après sur la série. Là, on va bientôt regarder les 2 derniers épisodes de Loup-Garou. J'ai hâte. Ouais, de Loup-Garou. Ne spoilez pas. Merci à Tounsi d'avoir mis à jour les bails. Merci. Ouais, d'ailleurs, allez tous ajouter le compte IPTV Master si vous voulez avoir des informations sur toutes les différentes plateformes qui pourraient vous permettre de voir du contenu. Voilà. Si je dois le dire de façon très polie. Joliment dit. IPTV Master, tout simplement. Dis rien. Tu ne dis rien. Nafta qui me demande ce que j'ai pensé des producteurs mis en chaîne par Michel X, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je connaissais pas la version originale, donc peut-être que j'avais pas de truc de comparaison. Et c'est vrai que ça, c'est dommage que tu n'aies pas pu regarder. C'est dans l'esprit Spamalot. Ouais, en plus, j'aurais bien aimé. Ouais, t'aurais bien aimé. Ouais. Mais ils le font plus. Non, en fait, lui, il a envie de reprendre. Ouais. Mais comme il y a plusieurs coproducteurs, il faut qu'ils soient tous un peu d'accord. Et je crois que c'est un petit coup parce qu'ils étaient quand même pas mal sur le plateau. De mémoire, je crois que pour monter le spectacle,
Ça a coûté 1 million d'euros. Ils l'ont rentabilisé. Hein. Pièce de théâtre. C'est une comédie musicale, mais... c'est une comédie musicale, okay. Mais c'est une comédie musicale qui était dans exactement là où on a vu Spamalot. On n'est pas sur, tu vois, un théâtre... Oui. Enfin, c'est un plus gros format qu'une pièce de théâtre. Enfin, c'est un plus gros... Ouais, mais c'est un plus gros format qu'une pièce de théâtre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur les Barnum Molière, tu vois, ou La Haine. On est sur un truc... Dans la tradition, j'ai envie de dire. Voilà, effectivement. Et de base, c'est un film de Mel Brooks, exactement. Donc, avant de parler de Love is Blind, Habibi... Moi aussi, j'ai envie de faire une comédie musicale, au fait. Je t'avais dit. Ah bah, alors là, tu parles à la meilleure personne. Je te l'ai dit, ce que je voulais faire. Oh merde, j'ai oublié. Ah oui Avatar. Non. Thriller. Ah oui, c'est vrai. La comédie musicale de Michael Jackson. Mais que sur l'univers de Thriller. Voilà, vraiment de la continuité du clip Thriller et l'histoire derrière ça. Et comment tu... Donc ça veut dire qu'on aurait toute l'histoire de qui il est, pourquoi il se transforme, machin. Parce qu'en fait, le clip, il nous laisse sur notre faim. C'est-à-dire que c'est un mec qui sort avec sa copine et finalement, il se transforme en loup-garou. Ouais. Et après, il se transforme en loup-garou ? Ouais. Enfin, il se transforme. Oui, je crois. Et à la fin, il est en loup-garou, je crois, non ? Je crois il me semble que c'est en loup-garou qui se transforme. Mais bref, du coup, on n'a pas le pourquoi du comment, ni l'après. Donc, c'est pas con. En réalité, il y a un univers à créer autour de ça, je pense. Ouais, c'est vrai. J'irai chez Commune Image pour proposer. Ah bah ouais, tu vas pitcher ça. Non, mais c'est clair. Et donc, oui, avant ça, on est allé voir une autre pièce de théâtre. Parce que, comme je vous disais, nous, on va tout voir. Et surtout quand on nous invite, c'est trop gentil. Et on est allé voir Hubris, une pièce de théâtre qui adapte l'histoire de l'Iliade, c'est ça Oui, de l'Iliade. On parle d'Achille et de Hector et de Briséis, notamment. Voilà, c'est ça. Moi, je connaissais pas. Donc, du coup, là, c'est une jeune troupe. J'ai plus son nom. Je suis vraiment nul. C'est une Clara Jola qui nous a invités. Merci beaucoup. Et qui joue. Clara Jovar Jola ou Jovar ? En fait, c'est Jola, mais en fait, c'est Jovar Lacoste. Ah, autant. Mais en fait, c'est... Mais c'est le nom entier, c'est ça. Très bien. Et franchement, ça pour le coup, tu vois, moi je connaissais pas trop, j'avais pas vu 3 ou je m'en rappelais plus trop, donc c'est vrai que j'avais plus l'histoire. Le film 3 avec Brad Pitt, qui était vraiment sympa, ça m'a donné envie de le revoir. On peut retrouver des petites refs, alors pas des refs, mais des scènes qui sont similaires à ce qu'on voit dans 3 en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que tu vois, c'est une jeune compagnie, hein, donc vraiment ils try hard comme on dit, ils ont fait tout eux-mêmes, machin, les décors, tout ça, donc force à eux. Il reste quelques dates si vous voulez aller les voir. Je peux pas faire comment dire, le même jugement que je pourrais faire à des œuvres qui ont été financées et qui roulent et tout machin, parce que en fait là ils font avec leurs moyens et ils font en fait. Et moi c'est plus ça que je retiens, c'est de me dire, parce qu'évidemment tu vois, avec toutes les imperfections que le spectacle peut avoir, parce qu'évidemment il en a, en fait c'est juste de se dire bon ben t'es quand même là, je sais pas quel âge ils doivent avoir, ils ont entre 22 et 25 ans. Ils ont monté leur petite compagnie, ils sortent tous d'école de théâtre et tout. Et la Clara, elle finance elle-même les décors, les machins et tout ça. Ils ont trouvé un théâtre à Paris. Ils font leur représentation. Et franchement, juste ça, tu vois, t'as envie de te dire, et ça rejoint ceux qui disaient je veux faire du cinéma, machin, quand je vous dis vous prenez un téléphone, vous vous filmez. Bah là, c'est pareil. C'est vous réunissez vos potes, vous trouvez 2 draps, un tambour, un peu de créativité et de trucs, et puis vous éclatez, quoi, tu vois. Et vous faites. Tu trouves un théâtre aussi pour pouvoir être en résidence. Ouais. Et en réalité, après, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vrai, c'est ça. Et après, t'invites tes prods, enfin, t'invites des gens pour venir voir le spectacle, et ça te permet de te faire repérer, quoi. C'est ça. Et là, pour vous dire, moi, par exemple, Clara, je l'ai rencontrée comment ? Parce qu'elle avait fait le concours pour pouvoir assister aux répétitions de Passeport quand on répétait, donc. Et c'était là que du coup je l'avais rencontrée et qu'elle m'avait envoyé sur Instagram, au fait j'ai une compagnie, on va faire un spectacle, j'aurais bien aimé avoir ton avis, machin et tout. Et donc franchement tu vois, de fil en aiguille, on sait jamais, demain voilà, je dirais tiens, j'ai pensé à vous pour un truc et tout, enfin c'est comme ça que ça marche. Donc après faut pas hésiter. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu vas inviter des gens qui sont un peu dans le game qu'ils vont tous venir.
Mais bon, parfois, tu veux tomber sur des gens comme moi qui sont juste curieux de juste voir, etc. Et c'est cool, hein, parce que moi-même, quand j'étais son père, il y a 2-3 personnes qui sont venues. C'est toujours super inspirant. Max Boublil, d'ailleurs. Je voulais dire Max Boublil et Samuel Le Bihan, ils sont venus me voir en 2008 au Théâtre de la Main d'Art quand j'ai joué mon spectacle, alors que j'étais inconnu au bataillon. Et tu vois, ça, j'oublie pas. Parce qu'ils ont pris de leur temps pour venir voir mon univers. C'est vraiment sympa. Mais de toute façon, même quand tu es un artiste reconnu et qui a une notoriété, je pense que, notamment par exemple dans ton cas, où le fait d'aller voir des pièces, même des pièces amateurs, c'est toujours intéressant pour toi parce que ça te permet quand même d'analyser, d'ouvrir ton esprit, de découvrir d'autres méthodes, quelque chose de plus frais ou pas. Mais tu vois, ça te permet quand même de repartir avec, quoi qu'il arrive, des choses qui te serviront pour tes projets à toi. Donc, exactement. En fait, ça te nourrit de voir des trucs. C'est pas du temps perdu, quoi. Exactement. Les gens ont tendance à... Tu sais, il y en a, ils aiment pas aller voir des pièces. Ils disent, ouais, j'ai pas envie de me faire influencer, j'ai machin. Mais en fait, c'est... Comment ça? Alors, je connais beaucoup d'humoristes. D'humoristes qui disent, moi, je veux pas voir les autres spectacles parce que je veux pas être influencé. Ou alors, je veux pas voir d'autres... ou ceux qui écrivent des films et qui disent, moi, je regarde pas d'autres films, je veux pas être influencé, machin. Hein. Mais en fait, l'art, c'est... Tu te prives de ton art parce que tu veux créer cet art-là. Enfin, je sais pas, non, c'est ça. Tu te prives de consommer de l'art. C'est ça, alors que t'as envie de te dire... C'est un non-sens. Mais c'est un non-sens parce que, regarde, je pense juste à un gars. Michael Jackson, on en parlait. Tu regardes les vidéos de Fred Astaire ou d'un autre chorégraphe, danseur, etc. Je sais plus comment il s'appelle, vous allez peut-être me retrouver son nom. Et James Wan, Michael Jackson, il a pris littéralement les moves des trois. Et il en a fait son queutru. Et il a fait du Michael Jackson. Oui, l'idée, c'est pas de copier, c'est de s'inspirer. Donc, après, voilà. Et il n'aurait pas été Michael comme on le connaît s'il n'avait pas vu. Pas inspiré. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Bah, oui. C'est comme toi, tu vois, Gaëlle peint ultra bien, tu vois. On pourra vous montrer. Merci, non, c'est vrai, on a des tableaux. C'est dommage, elle a plus trop le temps de le faire, mais elle peint super bien. Elle a une belle technique et elle tient ça de son papa. Mais tu peux commencer à te dire, tiens, je vais faire une toile, machin, et je vais laisser parler mon inspi. Mais si t'as pas eu un modèle au départ, ne serait-ce que pour apprendre la technicité, pour ensuite après créer ta propre technique, pour découvrir comment mélanger les couleurs, pour ensuite après mélanger toi-même des couleurs comme tu le souhaites, etc. En fait, c'est normal d'avoir des socles. Comme moi, tu vois, j'ai pu voir des humoristes qui m'ont inspiré pour ensuite créer mon Kevin Razi, tu vois. Et je pense que c'est ultra... Il y a des choses que Gaëlle ne sait pas faire. Franchement, non, tu sais faire du ski? Oui, non, je rigole, pas du tout. Enfin, t'as jamais fait? Si, j'en ai déjà fait. Moi, j'ai jamais fait de ski. Trop. Enfin, j'en ai fait quand j'étais petite et c'était pas une bonne expérience. Ouais, voilà. Bon, tu vois, c'est le ski. Mais elle en a fait, moi, j'en ai pas fait. Mais c'est ultra important de s'inspirer, de voir des choses. Ah, mais oui. Ça va te nourrir. Ça nourrit en fait. Bah oui, c'est ça. Il faut vraiment pas vous brider là-dessus. Et c'est vrai que tu vois, il y a Sam qui dit, je connais tellement de rappeurs qui refusent d'écouter du rap pour pas être influencés. Bah ouais. Et après, ils vont arriver avec un texte et ils vont pas comprendre pourquoi en fait c'est les mêmes punchlines que je tous. Tu sais ceux qui arrivent vont dire, je regarde la concurrence dans le rétro. Attends, ça a déjà été dit 15 fois. Madame la juge, man. Non, on l'a déjà fait aussi. Ah mais attends, je comprends pas. Pourquoi toutes les punchlines ont été prises Ouais, c'est vrai. Ah, bien, regarde, Naftal dit il faut parfaitement connaître son art pour faire ses propres règles. Bah ouais. Moi, je suis partisan de ça. Ouais, clairement, je suis assez d'accord. Je suis même très d'accord. Et à l'inverse, parce que c'est toujours une question de dosage, je connais des humoristes qui analysent trop, qui ont regardé tout Netflix, les stand-up américains, machin, et ils vont te sortir toutes les technicités de ouais, mais t'as un rire toutes les 3 secondes et demie, si tu les as les 5 secondes, faut faire gaffe. Et c'est les moins gauleries à chaque fois. Faut laisser quand même dans la recette un peu de place à, tu vois, ta propre patte à toi, quoi. À la spontanéité. Ta spontanéité, parce que sinon, bah... Ah ouais, sinon c'est figé, quoi, c'est dommage. Sinon c'est comme ça, tu vois. Et l'art en fait c'est... Il n'y a plus d'âme en fait. Et voilà, c'est ça. Et je pense que l'art c'est ça, t'as un carré bien défini et c'est dedans en fait que dans le carré bien défini tu dépasses pas. Mais par contre c'est dedans que tu fais justement parler ton imagination pour nous montrer ce que tu es capable de faire dans ce carré, quoi, tu vois. C'est de savoir en gros avec des règles pouvoir les transgresser. Mais si moi j'aurais dit que l'art justement c'est de dépasser les lignes du carré. Bah moi je dirais que c'est plutôt de te montrer comment les dépasser sans les dépasser. Bah moi je dirais que c'est plutôt... c'est les sbroufs, tu vois. C'est comment avec ton imagination t'arrives à faire croire que le carré il est bien plus grand que ce que t'avais à la base, tu vois. Parce que non mais après ça c'est autre chose. C'est vrai que moi par exemple j'aime pas trop quand les gens ils disent vas-y je te laisse carte blanche. Et qu'après, tu sais, souvent avec les clients, ils aiment bien dire ça quand t'as des clients dans de la créa et tout. Ils vont dire oui, ta carte blanche et tout. À chaque fois, je leur dis non.
mets-moi un cadre. Ouais. Et dedans, et dedans, moi, je vais te pondre un truc parce que carte blanche, c'est trop large, ça veut dire rien dire. Large, bien sûr, c'est ça. Non, il faut donner un cadre. Mais après, libre à toi de créer ta toile d'araignée autour de ce cadre-là aussi. Tant que ça reste autour, je pense. Tu peux dépasser un peu les lignes. Du coup, tu vois, Kempaché lui dit, pour le coup, je suis assez libéraliste dans l'art. L'art, c'est faire quelque chose dont toi-même, tu ne connais pas le produit fini. Ouais, complètement. Aussi, clairement. Sûr. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non. Ouais, y a pas, ça, c'est l'intérêt. Il n'y a pas de limite dans l'art. Donc, c'est vrai que les limites, elles sont faites pour être franchies et les règles pour être transgressées. Donc, mais c'est bien d'avoir, tu vois, moi, je trouve ça cool d'avoir des bases qui te permettent ensuite de les bouger, quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste comme je vous le disais sur Michael Jackson. Après, toi, tu parles de quand t'as un projet, quand on te propose un projet, effectivement, c'est chiant quand on te dit ta carte blanche. Mais si toi-même, t'es seul dans ta chambre et que t'as envie de créer quelque chose, c'est clair. T'es obligé de te mettre un cadre, quoi. Tu fais ce que fais ce qu'il fait, c'est tout. Moi, ça me grise un peu, du coup, si je devais ramener ça à un truc très 2.0, c'est comment, dans la création de contenu, l'algorithme, il a conditionné les formes d'expression pour mettre en avant celles qui lui correspondent à lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des trucs qui ont un peu rien à voir, mais qui vont pas forcément être poussés par l'algorithme. Donc on verra moins ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Après, j'ai l'impression que l'algorithme met en avant quand même ce qui plaît, tu vois. C'est-à-dire que plus les gens vont passer du temps sur ta vidéo, plus il y aura de l'engagement autour de ta vidéo. Plus pour l'algorithme, ça veut dire que c'est quelque chose qui plaît, donc du coup qui mérite d'être partagé à plus grande échelle. Ouais, mais du coup, le truc qui plaît va devenir une norme pour l'algorithme. C'est là le problème. C'est-à-dire que du coup, il va pas mettre en avant les trucs qui ressemblent pas à ce truc qui plaît. Et sauf que les gens, s'ils le voient pas, ils peuvent pas savoir si ça va leur plaire ou pas. Ouais, mais l'algorithme va quand même laisser la chance aux autres créations qu'il va recevoir, tu vois. Il va juste analyser en temps réel dès qu'il y a un contenu qui est proposé, est-ce que les gens réagissent, est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils restent sur la vidéo, et si oui, du coup il le met de plus en plus en avant, mais ça l'empêche pas de continuer à le faire pour tous les nouveaux contenus qui viennent, tu vois. Je sais pas trop comment il fonctionne en vrai. J'ai l'impression que ça me semblerait logique que ce soit comme ça. En fait, je pense que ta vision, ce serait la logique, comme tu as dit. Mais je crois qu'il n'est pas si logique que ça. Parce qu'en fait, tu le vois même, ne serait-ce qu'avec les contenus idéologiques, où tu te rends compte que il va pousser des courants de pensée plus que d'autres. Et en fait, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'en gros, si je schématise, on ne va pas non plus s'étendre là-dessus, mais si moi, je consulte que des vidéos, si j'aime bien les vidéos de chats, et en fait, on va me proposer que des vidéos de chats, mais ça veut pas dire que j'aime que ça, tu vois. Non, mais il y a un double sens. Il y a comment l'algorithme va mettre en lumière un contenu et comment l'algorithme, dans l'autre sens, va toi t'apporter un contenu qui est censé te plaire, tu vois. Ouais, mais sauf que lui, il se base que sur du coup ce que tu vois, sauf que si ce que tu vois c'est que la même chose parce que c'est ce que t'as aimé, donc il te le ramène, c'est dur de trouver d'autres choses, tu vois. Et moi, par exemple, tu vois, je vais avoir l'impression que dans mon entourage, tout le monde pense pareil et tout, parce qu'au final, il va me mettre en avant les gens qui ont la même sensibilité, je sais pas, politique ou machin. Ce qui fait que ça me permet pas d'être confronté à des idées qui sont différentes et où je pourrais me dire, ah, mais putain, en fait, c'est intéressant ça. Ouais, non, là-dessus, oui, c'est vrai que. Ce sont des mots-clés qui sont identifiés, envoyés vers les gens intéressés par ces mots, d'où l'importance des hashtags. Mais apparemment, les hashtags, maintenant, ils les prennent plus en compte. En fait, maintenant, il y a plus forcément. Sur Insta ou même sur TikTok, il n'y a plus forcément besoin de mettre des hashtags parce que la description en elle-même, sans les hashtags, du coup, fonctionne en fait, agit comme mot-clé, même sur YouTube. Ouais. Faut pas chercher les algorithmes, même eux ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Je crois que les algorithmes, ils improvisent. Vous savez quoi, je vais aller faire une conférence dans 2 semaines, je crois, avec des gens de chez Google France, tu sais, à la SCAM, qui parlent de l'algorithme YouTube et comment il fonctionne, etc. et qu'est-ce qu'il attend et tout. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà. Comme ça, je vous ferai un petit résumé. Des réponses.
Ouais, si eux-mêmes ils en ont. Parce que... Ouais, j'ai essayé de venir soit avec un ordi, soit avec un truc pour prendre des notes, tu vois. Parce que tu vois, c'est comme la dernière fois, ton contact YouTube, tu sais, tu lui as demandé, oui, est-ce que le fait de mettre un titre sur la vignette, machin et tout, voilà, tu lui as posé une question assez précise et elle t'a répondu, bon, je pense pas. Tu vois, en fait, elle savait pas elle-même. Après, je pense que c'est parce que c'est pas non plus sa spécialité, tu vois, elle est plus dans la relation, etc. Mais du coup, pour quelqu'un qui travaille chez YouTube, elle savait pas te répondre, tu vois, si il faut mettre un titre différent sur ta vignette et sur le sous-titre ou pas, tu vois. Ouais. Bah ouais, si vous avez des questions, envoyez-les sur le Discord. Hein. Le Discord, le lien est partout. On va finir sur cette série que... Alors à la base, c'est une franchise qui s'appelle Love is Blind sur Netflix que Gaëlle avait l'habitude de regarder. Ouais, elle est en train de regarder la dernière saison. J'aime beaucoup. C'est l'un de mes programmes préférés sur Netflix. En télé-réalité ? En télé-réalité, ouais. Le concept, c'est quoi ? Dis-nous tout. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Le concept, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est des personnes qui sont enfermées dans des capsules pendant 2 semaines, je crois, à peu près, dans l'objectif de rencontrer la personne avec qui ils vont se marier. Donc, ils se datent. Donc, tu as les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et ils se rencontrent sur des petits dates pendant 2 semaines, chacun leur tour, sans se voir, bien sûr. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Love is Blind, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de se voir, et juste apprendre à se connaître comme ça, en discutant. Et une fois qu'il y a un couple qui a matché, du coup, l'homme ou la femme, d'ailleurs, a le droit de proposer à l'autre de se marier, donc le demander un fiançailles. Direct, quoi. Ouais. Et ensuite, donc, si effectivement la personne répond oui, ensuite ils se voient et ils partent 2 semaines. Donc la dernière saison, c'était 2 semaines au Mexique pour passer des vacances ensemble avec tous les autres couples qui se sont formés. Et puis 2 semaines après, ils partent, ils vont vivre ensemble dans le même appartement. Histoire de voir justement s'ils arrivent à cohabiter. Et le mariage a lieu 2 semaines après. Donc, et c'est au moment du mariage où tu sais s'ils vont se dire finalement oui ou non. Et comment va évoluer leur histoire, quoi. Et là, ils ont fait la version Middle East, donc dans les pays du Moyen-Orient, avec Love is Blind Habibi. Et je voyais beaucoup de gens en parler sur mes réseaux. Et je me suis dit, tiens, vas-y, il faut qu'on regarde, etc. Et apparemment, du coup, j'avais une experte avec moi du Love is Blind qui connaît les antécédents. Et là ils n'ont pas du tout fait comme d'habitude. Il y a eu plein de choses qui étaient différentes par rapport aux versions occidentales, entre guillemets. Moi, j'aime bien ce programme parce que du coup, ça permet d'observer aussi les comportements tu vois, des gens entre eux et tout. Et là, ce que j'ai trouvé qui a manqué donc, dans la version Habibi, c'est que c'est déjà le manque de sincérité dans la démarche, tu vois. Je trouvais que c'était dommage que finalement on se rend compte que quand tu as regardé les autres, Love is Blind, certes il y en a qui sont pas forcément sincères, mais alors là quasiment tous t'as l'impression qu'ils sont pas sincères, qu'ils sont pas là pour le bon objectif, c'est-à-dire que l'objectif c'est de rencontrer la personne avec qui tu veux te marier et faire ta vie. Là pour certains c'était clairement la fame et gagner en notoriété et être visible, etc., tu vois. Donc c'était beaucoup ça, et en fait ils ont pas suffisamment respecté le jeu de apprendre à se connaître avant de se demander en mariage, tu vois. Et donc, il y en a beaucoup qui se sont demandés en mariage trop vite, ou alors qui ont remarqué directement dans les capsules qu'ils ne matchaient pas ensemble, mais qui se sont quand même demandés en mariage. Franchement, alors que c'est pas forcément le cas. Ça a pu arriver dans les autres saisons, mais tu vois, ça reste minoritaire. Ouais. Donc là, c'était trop flagrant, quoi. Et puis là tous les couples, ils se sont fiancés, mais trop vite, quoi. Oui, parce que là, comme disait FitFeed, ils pouvaient pas faire la semaine où ils vivaient ensemble, du coup. Parce que ils ont enlevé... Oui, mais je parle vraiment de la partie capsule où déjà, tu vois, ça allait vite, la démarche entre les deux personnes, entre les couples, quoi, les hommes et les femmes, n'était pas sincère, quoi. Ils sont pas allés chercher réellement, ils sont pas allés essayer de trouver directement, vraiment chez l'autre si la personne leur correspondait, tu vois. Mentalement, sur tous les aspects de la vie, parce que finalement, parce qu'il y a plein de questions qui sont arrivées après. Oui, c'est ça, des questions qu'ils auraient dû se poser avant, qui sont arrivées après. Mais en fait, on habitera où ? Fallait peut-être poser la question avant, tu vois. Des questions comme ça, je sais plus, il y avait quoi. Et ça, normalement, habituellement, c'est dans les capsules qu'ils se posent ces questions-là. Tu te mets d'accord. C'est comme l'autre qui a dit, mais par contre, moi, pour le mariage, 2 jours après, je dois partir en déplacement 4 jours.
Oui, mais voilà. Ça, ouais. Oui, ça, voilà. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ou l'autre qui sait que la femme, enfin, qui dit, moi, je veux pas que ma femme elle danse parce qu'elle fait de la danse. Ouais. Et après, il lui demande quand même sa main alors qu'elle sait il sait qu'elle danse, tu vois. Ouais. Et donc au final, c'est après les capsules qu'il dit, ouais, par contre, moi, je veux pas que tu danses. Oui, mais moi, je t'ai dit que je danse. Ouais. Ah ouais, ça marchera pas alors du coup. Ouais, les gars, vous saviez, tu vois. En fait, du coup, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de couples qui voulaient juste continuer l'aventure et quitte à ne pas être avec la bonne personne, quoi. Tu vois. Ouais, ça, c'est dommage. Après, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que donc c'était, il y avait de tout, hein, des Égyptiens, des Libanais, des Syriens, des Jordaniens, des gens qui avaient grandi en Arabie Saoudite, et t'en avais deux. T'en avais un qui était libanais mais qui a grandi au Sénégal, à Dakar, et qui parle français et anglais. Ouais, ça c'était drôle. Et ils parlaient pas arabe. Ils parlaient tous 3 langues, quoi. Ouais, mais ils enchaînaient. Et c'est ça qui était ouf, c'est que en termes de langage, j'étais assez surpris. Ouais. Les gars, ils parlaient en une phrase, ils pouvaient switcher au bout de 2 mots. Ils étaient là, I think, I don't want to be, s'il vous plaît. Tu dis, mais wesh. C'était drôle, switcher comme ça, c'est un truc de ouf. Ouais, et donc, ouais, j'étais. On découvre une culture arabe, assez intéressante sur l'attachement à certaines traditions, etc. C'est assez commun. Je trouve aussi que les femmes arabes dans le programme ont montré un visage fort, tu vois, dans le mode en fait, moi j'aime la danse et je vais pas changer pour mon mari. En fait, moi je suis comme si et je vais pas changer pour ça et tout. Et tu sais, ça casse un peu le truc de la vision patriarcale où en fait c'est la femme qui va tout faire comme son mari veut. Oui, là, ça, on a eu des visages qu'on n'aurait peut-être pas eu il y a 15 ou 20 ans, tu vois, publiquement. Où là, on a eu ou même de voir, c'est tout bête, hein, mais des femmes et des hommes tatoués et tout, avec leur daronne qui porte le voile, machin, tu vois, tu te dis, c'est cool parce que ça montre un peu de modernité, un peu d'ouverture d'esprit, et en même temps, tu vois qu'il y a un côté traditionnel qui est ultra puissant. En fait, après, moi, je trouve que effectivement, c'est bien, ça montre un peu de modernité pour ceux qui apprécient ce truc-là, mais je trouve que ça n'empêche qu'il faut aussi respecter ceux qui désirent rester dans les traditions, tu vois. Donc c'est chacun son choix, tu vois, de vie, tu vois. Donc voilà. Et puis mention spéciale pour la dispute. Où là, du coup, en tant que Français, on s'est régalé parce que c'était une dispute en français entre Shafik et Simmo qui ont commencé à parler en français, à s'insulter en français. Et moi, je te monte en l'air et tout. Et là, on s'est dit, oh là là, putain, la Tessie. Alors ça m'a buté. Là, c'était la cité qui revenait, c'était trop drôle. Tu sais, au début, c'était classe en mode, oui, on you cannot do that. I mean, why do you do it? Mais ferme ta gueule, mais comment ça? Je te monte en l'air. Je te monte en l'air. Moi, je te pisse dessus, moi. Moi, je te pisse dessus. Ah ouais, là d'un coup, le côté classe, là, il est parti comme ça. Et les autres, ils comprenaient pas. Ils étaient là en mode, c'est ça qui était drôle. What happened? Ouais. Et ce qui était drôle, ce que a dit d'ailleurs Mohamed, c'est qu'il a dit, on était en train de vous séparer sans savoir ce qui se passait et on pouvait pas choisir de camp, du coup. Tu vois. Ah non, mais ça, c'était vraiment gaulerie. Et c'est vrai que ça switchait de langue, mais je crois qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Ça switchait de langue tout le temps. Ouais. Et notamment Donia et Shafik qui étaient comme ça, qui parlaient français très facilement et tout. Et c'est marrant parce que dans la réunion, ils sont un peu moqués de Shafik en disant mais tu parles pas arabe. Et ils lui disaient non mais en fait il maîtrise pas bien, il comprend l'arabe du Golfe mais il le parle pas bien. Et c'est là que c'est intéressant aussi parce que tu vois là, quelqu'un qui connaît pas, il pense que tous les rebeux parlent arabe, le même arabe. En fait déjà les Maghrébins entre eux il y a plusieurs dialectes, tu vois. Alors même avec les Égyptiens c'est déjà pas pareil. Avec les gens du Golfe encore moins, idem. Enfin, et c'est là, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais assez impressionné de voir que quand même tous les autres arrivaient à se comprendre. Ouais. Oui, ça va, ils arrivaient à se entre comprendre. les Saoudiens et les Égyptiens. Soit ils parlaient anglais, tu vois, si jamais ils parlaient pas le même dialecte, ils pouvaient parler anglais. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça en termes de langue, c'était rigolo. Mais juste pour revenir sur, tu disais oui, ce qui est bien, c'est que ça a montré quand même des visages de femmes fortes, etc. Je trouve qu'effectivement, mais il y a eu aussi quand même des travers de ce truc-là, tu vois, parce que, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Nour.
qui a été fouteuse de merde un peu. qui a été un peu fouteuse de merde et qui, je pense, n'a pas forcément renvoyé la meilleure image de la femme indépendante, etc. Parce que, tu vois, elle, par exemple, elle reste dans le jeu alors qu'elle est clairement pas intéressée par l'homme avec qui elle est. Mais elle reste dans le jeu juste parce que, tu vois, elle a envie d'être là, de se montrer et aussi de foutre la merde dans un couple, tu vois. Et en fait, c'est dommage parce que à la fin, tu vois, elle met en avant que oui, mais moi, je suis une femme forte, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Mais au final, pourquoi t'es restée, tu vois? Parce que si t'es vraiment une femme forte, tu vois, si t'es vraiment une powerful woman, t'as confiance en toi, parce qu'elle disait beaucoup ça aussi. Moi, j'ai confiance en moi, etc. Donc voilà. Mais en fait, si t'as vraiment confiance en toi, t'as pas forcément besoin de le montrer, de le crier haut et fort et d'être omniprésente et de rester alors que ton mec il est parti, tu vois, et de rester avec la personne alors que tu vois, t'es malhonnête quelque part avec la personne avec qui t'es juste parce que tu veux être là et que tu veux profiter de la notoriété que ça t'apporte, tu vois. Par contre, en revanche, il y avait une autre femme qui, elle, je trouve qui a vraiment montré ce qu'est pour moi la confiance en soi. Et encore, faut pas non plus diaboliser le fait de manquer de confiance en soi. Mais en tout cas, la femme qui a montré qu'elle avait ce truc d'être indépendante et de l'assumer, c'est la danseuse, justement. Karma. Karma, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, celle qui sort avec Amar, qui, elle, effectivement, a essayé de faire en sorte que son couple fonctionne, mais sans se priver de sa passion, donc qui est la danse, et qui, finalement, elle, effectivement, elle s'est dit, écoute, moi, j'ai pas besoin d'un homme, moi, je veux faire de la danse, donc si tu n'es pas d'accord avec ça, je t'ai prévenu depuis le début, j'essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Maintenant, si t'es pas d'accord avec ça, du coup, je préfère partir. Et elle part dignement, sans faire d'esclandre, sans rester pour aller draguer je sais pas qui de machin. Tu vois, juste elle part dignement. Ouais, voilà, pas comme Nour. Et juste elle part dignement. Et pour moi, c'est ça, tu vois. Donc en fait, il y a femme forte et il y a femme qui veut se montrer forte, mais qui en fait, tu vois, qui pour moi nuit à ce qu'on pourrait appeler une femme forte, nuit à l'image de ce qu'on pourrait appeler une femme forte, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et t'en penses quoi, tiens, de Sochaga qui dit « J'aimais pas Hajar, mais elle a très bien géré ce couillon de Simo ». Hajar, c'est celle du gâteau. Je mangeais du gâteau avant. Pour moi, c'est un couple qui se ressemblait beaucoup. Parce que tous les deux, ils étaient un peu... tu vois, Hajar, elle était... Enfin, après, voilà, ça la regarde, tu vois, mais je veux dire... elle n'était pas très honnête aussi. Elle était... Et puis, Simo aussi, tu vois. Enfin, ils se sont bien trouvés, finalement, tu vois. Ils étaient dans c'est vrai que moi, j'ai pas compris pourquoi ils sont allés plus loin que les capsules. Parce que tous les tu deux, voyais que ça matchait pas dès les capsules. Ouais. Ça matchait pas dès les capsules. C'est quand il lui a dit, tu t'es debout, tu me fais un câlin, et qu'elle est restée assise en disant oui. Ouais. Je me suis dit, putain, quand il va revoir l'émission. Quand elle lui a dit, moi, en gros, elle lui a fait comprendre que l'enterrement de vie de jeune fille, pour elle, c'est aussi une manière d'aller profiter une dernière fois en potentiellement aller coucher avec un autre homme. Non, mais je sais plus, j'avais plus la bonne grammaire. Et du coup, ça, lui, il l'a très mal pris parce qu'effectivement, tu peux très mal le prendre. Mais pour autant, il lui a quand même demandé sa main. Donc, voilà. Tu te dis, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient réellement, les deux, tu vois? Non, c'est puis vrai. après, de toute façon, en fait, c'est ça aussi que tu vois par rapport aux autres Love is Blind, c'est que tu te rends compte que même dans les phases où ils sont ensemble, ça y est, ils sont sortis de capsule et tout, il n'y a pas de complicité entre eux, quoi. Genre, c'est à part Safa et Mohamed. Ouais, à part Safa et Mohamed. Mais sinon, alors que dans les autres, tu vois quand même le pourquoi ils se sont mis ensemble. Ouais. Tu le comprends, tu vois. Mais là, c'était que du fake. Mais j'ai vraiment pas aimé. Ramsès et Marissa, ils étaient grave complices malgré... Il y avait un fort amour parce que tu le vois par la dureté du chagrin qu'elle a aussi derrière. Ouais, quand ils ont... Ouais. C'était très dur. Enfin, voilà. Donc là, on a vraiment de la sincérité. Après, il y a aussi des trucs fake, des fois. Mais voilà, c'est comme je te disais. Dounia et Shafik, je pourrais pas te dire que je voyais une complicité de ouf. Ouais, non. Ils aimaient bien... En fait, Shafik, il aime bien dire qu'il est complice. Mais on voyait... Après, je pense qu'ils aiment bien ce que représente leur couple. Je pense qu'il aime bien ce qu'il retrouve chez Dounia. Ouais. Mais je pense qu'il était attiré par Nour, tu vois. Enfin, je pense que ça, c'est vrai, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est autant haineux envers Nour à la fin, et même qu'il lui manque carrément de respect. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il a le seum, en fait. C'est un seum lardeux. C'est fatigant, quoi. Ouais, c'est clair.
Tu sens que tu le vois même quand à un moment avec Gaël, on regardait son attitude, juste, et c'était pas lui le centre du sujet. Il était en train d'écouter une conversation et tout, mais c'est Hanouna, quoi. Il était comme ça. Il tenait pas en place alors que personne lui parlait. Oui, juste, il devait juste écouter. Et c'est là que tu dis, ah ouais, mais la vis. Il avait la bougeotte. Ah ouais. C'était trop drôle. Non, mais franchement, mais bon, en tout cas, voilà, mais c'était cool. J'ai l'impression d'être Sam Zira. C'est Sam Razi, là. On débat des TV-réalités. C'est pas Sam Zira, c'est Sam Razi. Pour le coup, moi, en tout cas, j'ai vraiment pas trop aimé Habibi parce que, enfin, le Love is Blind Habibi, parce que justement, c'est trop télé-réalité en mode clash. On veut que ça s'embrouille. On est là pour la fame, tu vois. Du coup, j'ai pas vraiment aimé. Bah, ouais, je peux comprendre. Moi, je trouve ça fascinant. Ça faisait penser vraiment aux Marseillais et tout. Après, c'était marrant d'analyser le truc, tu vois, mais c'est tout. Les biais culturels, il dit Mimomez, c'est vouloir dupliquer les produits sans prendre en compte l'interculturel. Et même mélanger des Arabes, c'est déjà un peu insultant. C'est penser qu'ils sont tous pareils, qu'ils tentent en Asie, ils auront aussi des résultats différents. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont fait au Japon. Ouais. Comment c'était au Japon d'ailleurs j'ai pas vu au Japon, j'ai pas vu encore. Par contre, ça, j'ai trouvé ça bien que Netflix, du coup, fasse en sorte de réaliser un Love is Blind qui s'adapte à la culture, tu vois. C'est-à-dire que, effectivement, ils vivent pas ensemble, ça dort pas ensemble. Ça se fait les bisous sur le front. Ouais, il y a même un imam à la fin, donc pour ceux qui décident de se marier, qui concrétisent leur mariage par un acte religieux. Donc, tu vois, enfin, ils ont tout pensé vraiment sur la culture et ça, c'est bien, tu vois. Oui, c'est bien parce que sinon ça aurait fait bizarre, tu vois, pour celles et ceux qui s'identifient. Un proverbe arabe dit que les Arabes se sont mis d'accord pour pas être d'accord. Japon, c'était hyper propre. Ah ouais, je suis curieux. Ouais, ça doit être respectueux, machin. Ouais, sans doute. Sans doute. Mais écoute, ma foi, au Japon, ça se marie avec soi-même. L'émission doit être stylée. C'est vrai que je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça au Japon. Ah ouais. C'est drôle. Ben voilà. Bon, en tout cas, c'était cool. Merci pour l'analyse. Merci de nous avoir écoutés aussi. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver chaque dimanche et de papoter avec légèreté de ce qu'on a vu, de la culture. Même là, on pourrait dire que c'est de la sociologie quelque part. Voilà. Love is Blind, c'est un peu ça. Hein. Ah oui, c'est pour ça que moi j'aime bien quand même. Ça permet quand même de voir les comportements, comment les gens ils interagissent entre eux selon les défis qu'on leur propose et tout. Enfin, défis de la vie, tu vois. Donc c'est intéressant. Non, c'est super intéressant. C'était trop cool. Merci à vous d'avoir été présents sur le chat. Merci de nous écouter sur toutes les plateformes. Merci à tous. Abonnez-vous si vous êtes, si c'est pas déjà fait, si vous êtes sur YouTube, si vous voulez soutenir, il y a le Tipeee, il y a le lien de tout ce qu'il faut. Évidemment, on parle de culture. Je suis obligé de faire ma pub. Je vais jouer mon seul en scène, la dernière date, le mardi 26 novembre à 19h à Paris au Théâtre de la Renaissance. Au fabuleux Théâtre de la Renaissance. Il est magnifique. Ouais, j'ai trop de la chance de pouvoir jouer là-bas. Donc allez-y, prenez vos places. Il en reste. Ça ferait trop plaisir de pouvoir finir cette série de ce spectacle en beauté avec vous. Et pour celles et ceux qui comptent voir la pièce Passeport, j'y suis la semaine prochaine, là, du 5 au 13 novembre. Donc voilà, ce sera moi. Si jamais vous êtes là... Là, vous aurez The Ebullient Kevin Razi. So, voilà, on se voit. Et Blind Twice, je crois qu'on en avait déjà parlé dans CKR. Parce que je vois que Toons en parle. Et c'est c'est le film où des nanas, elles rencontrent un milliardaire, elles se retrouvent sur son île. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles... Mais si, on l'a vu ensemble. Ah bon ? Mais oui, c'est un film, oui, pardon. Oui. Des nanas qui se retrouvent sur l'île d'un milliardaire, droguées, et à chaque fois elles oublient ce qui s'est passé la veille et elles restent indéfiniment. C'est intéressant ça, ce film. Très actuel. Très actuel, voilà. Donc allez checker, bonne fin de soirée à tous et à tous, et à bientôt. Ciao.